Donc, bienvenue pour cette troisième séance de ce cours sur Frank Gehry, dans lequel nous le retrouvons à Santa Monica au lendemain de la construction de deux bâtiments dont j'ai parlé au cours des deux premières conférences. Ces deux bâtiments, c'est le centre commercial Santa Monica Place que vous voyez à gauche et la maison, sa maison, achevée en 78 au même moment. Et un événement très particulier intervient à Santa Monica en 1978 qui va déterminer le développement de l'activité de Gehry. Cet événement, c'est un dîner avec Matt DeVito, qui est un des directeurs de la compagnie Rouse dont j'ai parlé pendant le premier cours. La compagnie Rouse, c'est celle pour laquelle Gehry a construit des bâtiments dans la ville nouvelle de Columbia, dans le Maryland. Danny DeVito demande à Frank, au cours de ce dîner, que tous les deux ont rapporté, mais au fond, Frank, est-ce que vous aimez vraiment le Santa Monica Place? Et Frank répond non. DeVito réplique, alors pourquoi gaspillez-vous votre temps et votre énergie à vous affronter avec des promoteurs commerciaux quand vous avez une autre mission, quand vous venez de définir une autre mission pour vous avec votre maison? Pourquoi ne faites-vous pas ce que vous préférez faire? Gehry réfléchit pendant le week-end et le lundi licencie les trois quarts de son agence et décide de ne plus faire de projets commerciaux. Donc il abandonne. Ce ne sera pas complètement vrai, il continuera à faire quelques-uns, on en verra peut-être un ou deux, mais pour l'essentiel, il abandonne les projets de magasins, il abandonne les projets totalement déterminés par les promoteurs pour s'engager avec une équipe plus petite sur une voie plus expérimentale. Et il se rapproche ainsi des plus jeunes, des architectes de Los Angeles, comme le montre cette image où on le voit sur la plage de Venice avec Eric Owen Moss, Craig Hodgetts, Tom Main, qui fondera l'agence Morphosis à ce moment-là. On voit Gehry tout d'un coup abandonner ses ambitions dans le monde des affaires à Los Angeles pour se rapprocher des plus jeunes qui, pour certains d'entre eux, avaient travaillé avec lui et engagé une toute autre pratique. Je dirais que pour caractériser cette phrase, je citerai une lettre que Gehry envoie à un critique quelques années auparavant et qui tient tout entière dans une ligne. On sait que dans une interview des années 50, Miss Van der Rohe avait dit à un journaliste on n'invente pas c'est Miss qui parle, on n'invente pas une nouvelle architecture. Je n'invente pas une nouvelle architecture tous les lundis matins. Je ne veux pas être intéressant, je veux juste être bon. Et Gehry écrit dans sa lettre l'inverse. Il l'écrit en imitant l'accent allemand dans l'anglais écrit en disant « I don't want to be good, I want to be interesting ». Donc, Gehry ne veut plus être dans la logique de la réponse intelligente à la commande commerciale, mais il veut s'engager sur une voie qui est celle de l'expérimentation. Un des registres dans lesquels il avait jusque-là expérimenté et renoncé pour justement ne pas basculer dans le registre commercial, et je reviens un tout petit peu en arrière, c'était le registre du mobilier. J'avais montré cette affiche de la conférence Cheapskate Architecture, architecture de radin ou architecture radine de 1976. Quelques années auparavant, Gehry, on y voit ce carton ondulé. Ce carton, Gehry l'avait utilisé pour développer une gamme de meubles sur laquelle il a travaillé pendant un certain temps jusqu'au moment où cela commençait à marcher commercialement. Et je voudrais revenir à cet épisode qui au fond, vaut à Gehry sa notoriété initiale, non pas comme architecte, mais comme créateur de meubles. C'est comme ça qu'il a, par exemple, cette page dans le magazine Life.
De quoi s'agit-il avec ce carton? Frank a commencé à l'occasion d'un séminaire organisé par la NASA, l'administration de l'espace, l'administration spatiale américaine, un séminaire organisé par la NASA sur l'habitabilité de l'espace, sur l'idée de stations spatiales dans lesquelles les occupants passeraient des années. Et cette réunion se tient dans un loft de Venice, avec la participation de beaucoup d'artistes, parmi lesquels James Turrell ou Robert Irwin, et Buckminster Fuller y est aussi. Et Gehry assemble pour cette réunion des meubles avec des déchets de carton qui traînaient dans son bureau et dans l'atelier. Donc il a l'idée à ce moment-là, donc dès 70, de travailler avec des meubles en carton. Gehry raconte ainsi: un jour, j'ai vu une pile de carton ondulé dans mon bureau. Le matériau que j'utilisais pour faire des maquettes d'architecture, on va en voir quelques-uns, pour faire les socles, pour représenter le terrain. Et j'ai commencé à le manipuler, à le coller ensemble et à le découper en forme avec une scie à la main et un couteau. Donc c'est ainsi que Gehry imagine de créer des épaisseurs de carton, de les courber et avec elles de créer une gamme de meubles. C'est ce qu'il fait pendant pratiquement 4 années. Et vous voyez ici certains des croquis innombrables qui correspondent à ce projet et dont j'ai rassemblé certains dans le premier volume du catalogue raisonné des dessins. C'est un travail très intéressant dans lequel on voit Gehry et d'autres, l'artiste Robert Irwin, mais aussi Gregory Walsh, travailler sur le carton en feuilles, travailler sur les tubes, travailler à créer des formes ondulatoires extrêmement libres. J'aime personnellement beaucoup ces grandes feuilles sur lesquelles l'exploration se poursuit et saute d'une forme vers une autre. En tout cas, c'est ce que Gehry pratique et c'est ce qu'il poursuit dans l'atelier d'un fabricator, d'un prototypeur de Venise du nom de Jim Brogan. Vous voyez ici l'expérience, le travail fait par exemple sur les chaises ou sur les premières chaises orthogonales, sur des chaises courbes. C'est une opération qui va vraiment, pendant longtemps, absorber l'énergie expérimentale de Gehry. Plus tard, quelques années plus tard, trentaine d'années plus tard, il se rappellera cette période en disant combien le fait de travailler sur des petits objets représentait un contrepoint utile par rapport au travail sur les bâtiments. Et il dira: quand j'ai fait le premier groupe de chaises en carton, je commençais par faire un croquis, j'allais à l'atelier dans la matinée et à 4 heures de l'après-midi, j'avais une chaise. Et puis, il m'arrivait d'aller dîner quelque part, je prenais la chaise et j'en faisais cadeau au lieu d'apporter une bouteille de vin. Donc, si vous voulez, il rapporte ce processus comme étant un processus extrêmement intéressant, libre, et qui va l'amener à explorer beaucoup de problèmes liés au carton, notamment le problème de l'élasticité. Vous voyez ici 3 étapes dans la production de la Wiggle Chair, le croquis où elle est dessinée comme une sorte de ressort, puis le dessin à l'échelle et enfin l'objet fini. Alors, ce projet va presque avoir un destin commercial et c'est là que les choses vont coincer. Gehry entre en contact avec le bureau d'un New-Yorkais du nom de Richard Salomon qui mettait sur le marché les créations d'Yves Saint-Laurent dans la mode et il obtint des brevets pour 17 objets que vous voyez ici sur le catalogue. Donc 17 objets qui vont de la chaise carrée au pot de fleurs en passant par le rocking chair et toute une série d'autres meubles. Il engagea une campagne publicitaire avec Solomon et aussi
les grands magasins Bloomingdale's. Vous voyez à gauche une des images les plus importantes de cette campagne. Là, le scarabée Volkswagen porté par 4 chaises, donc pour bien signifier leur résistance. Et Gehry s'est pris au jeu, mais à un certain moment, c'est aussi lassé. Il écrivait, il a commencé par écrire assez fièrement à certains de ses interlocuteurs. Les meubles de papier sont partis comme une traînée de poudre. La publicité est fantastique. Life Magazine, Time Magazine, le monde entier appelle au téléphone. Les États-Unis, le Canada, etc. Nous avons apparemment réussi à saisir le tigre par la queue. Et il y aura de très bons articles dans la presse architecturale aussi. Mais Gehry finira par réagir contre cette publicité. Malgré les recettes assez significatives qu'il réussira à encaisser, il dira « Au fond, j'étais reconnu comme fabricant de meubles et cela me gênait. C'était l'architecture qui m'intéressait. » Et il clôt donc ce chapitre avant de revenir, on le verra, à 2 reprises vers la production de mobilier de manière plus réussie, notamment pour ce qui est de la 3e ou plus détendue. Entre-temps, il aura été reconnu comme architecte à part entière. Alors revenons précisément, voilà l'utilisation initiale, l'utilisation normale du carton qui sert à faire les socles des maquettes et nous retrouvons le fil des projets d'habitation de Gehry pour ensuite passer à certains projets urbains ou projets de plus grande échelle puisque c'est aujourd'hui sur ce thème de la contraction et de la dilatation des échelles du mobilier à l'ensemble urbain que je voulais m'arrêter. Donc, en 1978, quand Gehry travaille sur sa maison, il explore en même temps d'autres voies qui prolongent, dans ce cas, la maison Wagner, qui est un psychanalyste dont le cabinet est intégré dans la maison. Il s'intéresse à la déformation des volumes. Vous voyez à gauche ce petit croquis qui est un de ces premiers croquis que Gehry fait sur des petites feuilles de papier de format lettre américain, tout en faisant des croquis sur des rouleaux de calque. Comme vous voyez à droite, vous voyez ce travail qui consiste à déformer la géométrie de certains solides, dans le même temps qu'il les confronte à des précédents. Le temple d'Issé à Nara à gauche, avec ces éléments interchangeables dans le temps. Donc, est-ce une réflexion sur le mode de construction de cette maison? C'est difficile à apprécier, sans doute une question que j'aurai à lui poser dans le fil du travail sur le 2e volume du catalogue raisonné. Une maison qui fait suite à la maison Gehry de Santa Monica, et celle-ci qui est implantée entre deux, vous voyez sur une parcelle étroite dans le lotissement de Venice Beach pour une dame, Jane Spiller, qui est un designer qui avait travaillé avec Charles Eames, qui avait été intéressé par la maison de Davis et puis par celle de Gehry lui-même, et qui se fait construire une maison pour elle-même avec une unité qui peut être louée. Gehry, rétrospectivement, se plaindra beaucoup de l'obsession du client, de la cliente pour le détail. Et vous voyez ici comment les deux langages, au fond, le langage de la maison Davis, en tout cas à l'extérieur, qui est la tôle d'acier ondulée, encadrée par des profilés métalliques, comment cette tôle se compose avec ce que j'ai appelé la révolte de l'ossature bois à l'intérieur. Donc, le bâtiment est relativement sobre à l'extérieur, surtout sur l'arrière. Il est en revanche très complexe à l'intérieur. Vous voyez plusieurs croquis. Ici, une représentation assez banale de la façade, percée de façon tout à fait traditionnelle. L'idée d'une passerelle qui la relierait, c'est un peu une idée extrême, qui la relierait à l'extension locative derrière. Et puis finalement, c'est une forme d'imbrication entre ces volumes, et notamment un jeu assez complexe sur les escaliers qui se noue à l'intérieur.
et que l'on voit ainsi sur les photographies. Donc en fait, c'est un système spiralant d'ossature bois et d'escalier qui est contenu à l'intérieur à l'intérieur de cette boîte revêtue de tôle ondulée. Une deuxième maison intéressante dans cette période, c'est qui poursuit en parallèle, et vous voyez là, Gehry n'est pas dans une logique je dirais, du progrès linéaire de ses idées, mais dans une logique de développement parallèle, plus arborescente ou rhizomatique que linéaire. Ici, la maison de Robert Benson, qui est un juriste et qui est par ailleurs le client de l'école Loyola, dont je vais parler dans un moment. Cette fois-ci, c'est un retour sur le thème de la fragmentation, de l'éclatement de la maison en plusieurs volumes autonomes, comme on l'a vu par exemple la semaine dernière avec la maison Whitney, la maison du réalisateur de cinéma. Donc voici ici deux unités qui sont reliées par une passerelle. La plus haute unité, ce sont les chambres, la plus basse pour le séjour. Des distributions assez fantaisistes avec des liaisons internes entre un escalier caché pour passer à l'intérieur de la maison verticale. Bref, un déploiement de la fragmentation qui est intéressant. Et cette fragmentation, on va la retrouver dans un projet beaucoup plus spectaculaire qui va être très commenté parce qu'il est assez provoquant et provocateur. C'est la maison de plage Norton sur la plage de Venise même, qui procède à la fois de la compression de certains éléments de programme et de leur fragmentation. Voilà la vue de la maison dans son ensemble, la vue depuis l'arrière. Vous voyez ici, c'est l'allée qui est parallèle au rivage. La plage se trouve ici. La maison de cet écrivain se déploie dans la profondeur de la parcelle, mais de manière beaucoup plus pittoresque que la maison Norton, comme s'il y avait un collage d'éléments sur le toit qui correspond donc au niveau supérieur que vous voyez ici, qui est un niveau de séjour et de chambre, le niveau inférieur étant plus un niveau comprenant le garage et des remises. Évidemment, le morceau de bravoure de cette maison que l'on voit apparaître sur ces dessins sous diverses formes avant qu'il trouve sa forme définitive, c'est l'idée l'aspiration qu'avait Norton d'avoir une pièce dans laquelle écrire en regardant le spectacle de la plage. Et c'est ce que vous voyez ici. Le langage définitif est trouvé au bout d'un certain temps. Vous voyez ici, malheureusement, les croquis ne sont pas datés jour après jour, mais simplement datés par année. Donc, et je crois que le carbone 14 ne nous permet pas de dater précisément les semaines ou les jours. Donc, il est difficile de les ordonner, mais on voit quand même que plusieurs hypothèses sont utilisées avant que celle d'une reproduction un peu transformée des cabines des maîtres nageurs de Malibu et de la plage de Santa Monica soit utilisée. Voilà ici, par exemple, plus en détail le travail sur cette cabine qui finira par être une boîte avec des volets, mais aurait pu être une sorte de tour de contrôle. Donc c'est un projet important pour Gehry, avec une grande diversité de matériaux, et finalement l'idée que la maison, contrairement à la maison Spiller, qui tranchait par son austérité, sans véritablement engager les environs, cette maison, au contraire, elle reflète, d'après Gehry, elle entend refléter le chaos, le langage de cette ménagerie architecturale qu'est la plage de Venise. Elle entend condenser en un seul bâtiment toute cette diversité. Gehry continue à travailler oui, ici encore une image plus précise de la maison avec ses revêtements de carrelage, les murs de parpaing, donc un certain brutalisme, ce portique inspiré des portiques japonais, et bien sûr donc cette petite hutte
transparente. Vous la voyez ici depuis la maison. Elle devient l'enseigne de la maison, une sorte de canard à la Venturi devant l'abri que serait la maison. Pour ses amis artistes, Gehry réalise quelques projets à Santa Monica ou à Venise. Ici, c'est une opération intéressante parce qu'elle est, franchement, elle est commerciale, c'est une spéculation que Charles Arnoldi, peintre, ami de Gehry et qui travaille par exemple sur ces peintres et sculpteurs sur ces formes en bois, Arnoldi rassemble des amis, dont Norton, et il demande à Gehry de faire 3 ateliers d'artistes qui sont fondamentalement les mêmes, habitation, rez-de-chaussée, atelier en haut, et qui jouent sur, qui proposent une sorte de variation sur le même thème, la variation se trouvant dans les solutions trouvées pour ces éléments singuliers que sont les cheminées ou des éléments de la toiture, donc variation dans la forme et variation dans le travail sur le revêtement, enduit comme le sont la plupart des maisons du quartier, en contreplaqué apparent, ce que personne ne faisait, ou en shingle, matériaux réservés aux toitures, mais jamais déployés, bardeaux d'asphalte, pardon en français, jamais déployés complètement sur une maison. Donc voilà l'étude qui est assez intéressante. Ici, un petit croquis qui montre une version initiale et très traditionnelle du projet. Et puis, ici, l'idée de donner un socle commun, ce qui est une idée intéressante avec des maisons, et de traiter l'une d'entre elles comme un temple. Nous sommes entre 79 et 81, c'est le moment où Gehry est exposé au thème du postmoderne européen, sur lesquels je vais revenir. Et finalement, le travail devient plus abstrait. Vous voyez comment les 3 maisons, ici, sont traitées avec ces différences pour les éléments singuliers. Et ici, l'hypothèse initiale qui consistait à les percher sur un socle commun étant à nouveau détaillée avant d'être abandonnée. Voilà l'intérieur de ces maisons que j'avais photographiées en 81 au moment de leur achèvement, et où l'on voit très bien donc ces structures en bois, ici enduites, d'abord recouvertes de panneaux en plâtre et ici laissées naturelles, et la comparaison que je suggère avec la maison et atelier aux enfants de Le Corbusier. Donc une proportion verticale un peu du même ordre, l'atelier en haut, le cube de lumière comme on le sait chez Le Corbusier, et des formes plus complexes de captation de la lumière par Gehry. Vous vous souvenez de ses réflexions sur l'atelier d'Hansinger et les différentes qualités de lumière qu'il s'agissait de composer. Dans le même esprit, en 81, Gehry travaille sur un projet que je trouve important, bien qu'il n'ait pas été développé. C'est un projet pour la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs de Hollywood, un des rares projets que Gehry fera pour Hollywood. Et vous voyez qu'on est dans la même logique d'assemblage ici d'objets autonomes sur un socle commun. Voilà donc un premier dessin. Ici, un travail sur le profil, la différenciation du profil de ce que seraient les bureaux de ces acteurs ou les studios qu'on y trouve éventuellement. Donc, et enfin, ici, une version où tout d'un coup, qui devient presque anthropomorphe, où on a l'impression que ces bâtiments sont autant de personnages, presque avec un visage qui vous regarde, avec des dizaines d'yeux. Cette dimension anthropomorphique de l'architecture de Gehry n'étant pas secondaire. Gehry a beaucoup travaillé, parle souvent de ce qu'il appelle le body language, le langage corporel des bâtiments. Parle de certains de ces bâtiments, notamment ceux qui sont plus verticaux qu'horizontaux et ceux qui ont des pieds ou des pseudo-pieds. Il parle largement d'eux comme de bâtiments, comme ayant un corps, comme étant des personnages. Voilà la maquette de ce bâtiment. Le résultat, c'est finalement l'intégration de tout, au lieu de poser les édifices potentiels sur un socle, c'est le socle qui devient
une enveloppe et qui accueille et embrasse, je dirais, les différentes composantes du programme, à l'intérieur desquelles et entre ces bâtiments, Gehry aménage toute une série de scènes sur lesquelles il implante des bâtiments miniatures. C'est en tout cas ce qu'il fait au stade de la maquette, car le projet sera abandonné. Et j'y vois de mon côté plusieurs idées, notamment l'idée des colonnes à intervalles réguliers que je ne peux m'empêcher de rapprocher de la Strada Novissima de Venise une année plus tôt, et puis l'idée de ces édifices miniatures à l'intérieur d'une mégaforme, eh bien, c'est évidemment, à mon avis, un écho de Mesa Verde, de cet ensemble architectural de toutes petites habitations réalisées dans le Colorado à la fin du XIIe siècle par les Indiens les Indiens américains. Un ensemble que Gehry n'ignorait pas, car il s'était beaucoup promené dans l'Ouest. Donc c'était un projet assez riche, qui en tout cas traite une question extrêmement importante, qui est la question de l'unité dans la diversité. La diversité rassemblée dans une certaine unité. Cette question, elle est essentielle dans un projet qui, pour moi, représente un seuil important après la maison de 1978, et vous voyez qu'il est commencé à peu près au même moment. C'est le campus de l'école de droit de l'université jésuite Loyola, qui est aménagé, qui est créé à Olympic Boulevard, pas très loin du centre de Los Angeles. Et vous voyez que ce campus est fait d'édifices isolés, singuliers, donc c'est un campus fragmenté, ça n'est pas un grand édifice dans lequel on va trouver les salles de classe, la bibliothèque, une chapelle, c'est une université jésuite, mais aussi des auditoriums qui sont traités comme des théâtres pour que les étudiants y répètent le rituel et la scénographie des procès. Donc c'est un projet sur lequel Gehry travaille beaucoup. Il y aura beaucoup de tranches à ce projet, bien au-delà de 1984, je ne pourrais pas toutes les présenter, et c'est un projet à propos duquel on trouve des traces intéressantes, notamment des traces des réunions préparatoires dans lesquelles Gehry semble s'être beaucoup ennuyé. Vous voyez tous ces petits dessins en marge, le genre de dessins que l'on fait dans les réunions interminables. Et lorsqu'on dépouille ces carnets, on s'aperçoit de son intérêt à la parole, pour ce qui est de la parole des professeurs et des étudiants. Il note qu'il s'agit de réutiliser certains bâtiments existants, mais il note que les professeurs sont divisés sur l'importance ou non de la bibliothèque. Il note, et c'est rétrospectivement assez amusant, qu'il est indispensable d'avoir un ordinateur à chaque étage relié à l'ordinateur central de l'université pour les fonctions de gestion, mais rien de plus. Et aussi que les étudiants semblent apprendre plus entre eux, de l'enseignement mutuel, du contact entre eux, que de ce que leur enseigne leur professeur. Il parle aussi, prend aussi des notes sur la déshumanisation de l'enseignement et l'importance donc que ce bâtiment pourrait avoir pour rompre cette tendance. Alors, de quoi s'agit-il? Le campus est très complexe. Je n'entre pas dans le détail des 6 phases qui s'y succèdent, mais j'insiste simplement sur le point de départ, qui est le bâtiment des classes et son entrée. Le premier auditorium en forme de théâtre, ici, la chapelle, un autre auditorium et la chapelle. Voilà le noyau de cet ensemble qui est un noyau presque villageois. Puis la grande bibliothèque, d'autres salles de classe, le parking, etc. L'ensemble sera réalisé au fil des années. Alors, les croquis sont intéressants. Je reviens sur ces croquis initiaux. Vous y voyez l'hypothèse de volume autonome, et je rappelle à votre souvenir le projet du Young Institute dont j'ai parlé la semaine dernière et ses volumes quasi platoniciens. Donc, Gehry s'intéresse à
à isoler les différentes activités dans autant de volumes, mais très vite, il essaye de les regrouper. Et c'est là que nous retrouvons des thèmes comme celui des ateliers d'Indiana Avenue, des 3 ateliers, ou des formes rassemblées à l'intérieur de la grande boîte de l'Actors Guild, que le projet précédent, jusqu'aux colonnades et à ces petites maisons avec leur quasi-village. Donc on voit bien ici cette circulation des idées d'un projet à l'autre dans cette période. Voilà d'autres hypothèses dans lesquelles les différents bâtiments sont chacun coiffés d'un chapeau original. On voit ici chaque bâtiment devenir une sorte de petit temple, chaque composante devenir une sorte de petit temple à l'abri de ce grand portique. Ici, à nouveau, cette idée d'une population qui, on le voit, n'est pas faite que de volumes complets, mais aussi simplement d'excroissance, de rampes sortant du bâtiment principal, du bâtiment de derrière, qui est le bâtiment des classes, donc les entités singulières s'opposant au background du bâtiment de derrière. Ici, d'autres efforts pour monumentaliser l'entrée, faire en sorte que le bâtiment des classes reste un bâtiment somme toute assez banal. Vous voyez que ce sont les 2 côtés d'une même feuille, d'un même dessin, assez petit, hein, format 21-27 cm. Et vous voyez ici donc l'idée de monumentaliser, de donner un accent monumental fort sur l'entrée. Dans ce travail, Gehry va aussi utiliser la maquette. Et vous voyez ici une maquette du projet déjà assez confortée, assez structurée, dans lequel finalement les éléments de programme ne sont pas traités, ne sont pas regroupés sous l'aile protectrice du bâtiment des classes, mais deviennent autonomes. Dans cette démarche, Gehry a pas mal parlé de ses sources, et je voudrais les évoquer ici. Une des sources qu'il évoque, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est l'atelier de Constantin Brancusi à Paris, qui avait été détruit et reconstitué. Nous sommes en 1978. Il avait été reconstitué à l'intérieur du musée d'art moderne, avenue de Tokyo à Paris. Et il sera plus tard déplacé et réassemblé sur le parvis du Centre Pompidou dans un bâtiment de Renzo Piano. Mais cette idée du langage, de l'échange, de la conversation entre les volumes et notamment les socles des sculptures est une idée que Gehry indique comme ayant été une des sources de son projet, que je peux rapprocher aussi dans la logique de fragmentation institutionnelle de ces projets d'école de Léon Krier, évidemment bien plus rigide dans l'articulation des éléments, mais finalement c'est la même tentative de dissociation des composantes d'une institution qui est au travail. 2 autres sources extrêmement importantes, et celle de gauche, c'est Gehry fait allusion, il parle du rôle de De Chirico, disant à propos de ce projet, j'ai essayé de construire comme je le fais toujours, en créant une métaphore pour la ville avec ses tours et ses tourettes, ses vieux passages et ses collisions étranges. Tout cela s'est développé selon le principe d'un village. Et il évoque cette série des Piazze d'Italia de De Chirico. Et on peut véritablement concevoir qu'il s'agit d'une place avec des éléments d'ordonnance. Mais lorsqu'on regarde le bâtiment des classes que l'on voit ici, on ne peut s'empêcher d'y lire aussi un écho du Gallaratese et de Rossi, un bâtiment que Gehry connaissait, une œuvre à laquelle il avait été exposé dans ses voyages en Italie. Donc, vous voyez, les sources ici sont multiples et c'est un projet qui est très, très riche d'associations que Gehry va mettre au point bâtiment par bâtiment. Donc, voilà une image ici du projet à peu près fixé, le bâtiment des classes, les deux auditoria et la chapelle ici, puis la suite du projet telle qu'elle se réalisera plus ou moins.
ici l'idée de la rampe, et là la scène est une scène authentiquement villageoise, l'idée de la rampe qui sera en définitive qui sera créée, intégrée avec une verrière dans la façade du bâtiment des classes, étudiée comme vous voyez ici, à la fois à l'agence et sur des petites serviettes en papier à l'heure du café. Voilà à nouveau des réflexions sur cette espèce de temple suspendu qui serait l'entrée dans le bâtiment des classes que voici réalisé. Un des meilleurs commentaires sur ce bâtiment, c'est le commentaire qu'en fera Harry Cobb. Harry Cobb, qui vient de mourir, était un des associés d'AMP, et quelqu'un d'assez sensible qui dira à ce propos, les escaliers se tordent et tournent avec un abandon si invincible qu'il semble se libérer avec bonheur de toute contrainte d'économie, de structure ou de fonction. Quand on les voit avec les ouvertures ordonnées avec rigueur du mur dont il semble jaillir, ces escaliers semblent devenir une spéculation métaphorique très éloquente sur la relation complexe et toujours problématique qu'entretiennent la liberté d'action et la loi dans la société des hommes. Donc, une réflexion assez amusante qui, sans doute, va bien au-delà de ce que Guéry sentait de manière beaucoup plus intuitive. Il y a d'autres éléments dans ce campus. Ici, donc, nous voyons à nouveau l'entrée telle que je viens de la décrire, les escaliers de secours, ici un des auditoriums, et la chapelle. La chapelle, ici, qui est un petit bâtiment dans lequel Guéry, pour la première fois, rend l'ossature complètement visible. Vous voyez que l'ossature est simplement couverte de verre. Il cherche des sources de façon presque désespérée et va jusqu'à, on le voit dans le croquis de droite, il va jusqu'à se demander si la forme de cette charmante église de Rancho Zetaos dans le Nouveau-Mexique en terre ne serait pas un point de départ pertinent pour dessiner sa chapelle. Donc voilà une idée. Une autre idée qui est de l'ordre du canular, sans doute, c'est l'idée de donner à la chapelle la forme d'une tiare épiscopale ou papale. Je crois que ses interlocuteurs ont dû se révolter à cette idée. D'autres visions beaucoup plus simples où l'on voit le jeu, la pulsion ludique de Guéry se centrer sur le campanile, sur le clocher de l'église. Et voilà. Et finalement, dans un processus qui est un processus de simplification radicale, eh bien, la chapelle devient simplement une petite boîte à ossature apparente avec une abside circulaire enveloppée de contreplaqué. Donc c'est un parcours qui va de façon assez intéressante de la complexité de la référence littérale à la simplicité. Et c'est un édifice qui est tout à fait accueillant et évocatif. Voilà. Alors, le travail se développe aussi sur le temple. Quand on parle de temple, il s'agit évidemment des auditoriums, des auditoria en forme de temple, qui, là aussi, capturent l'attention de Guéry, encore une fois, à un moment où la saison postmoderne bat son plein. Une source aussi sans doute intéressante, une source artistique aussi intéressante, c'est l'œuvre d'un de ces artistes dont j'ai parlé la semaine dernière, d'un de ces artistes auxquels Guéry est très lié sur la scène de Los Angeles, Tony Berlant, qui a réalisé tout un ensemble de sculptures autour du thème du mariage de New York et d'Athènes, donc du mariage du temple et du gratte-ciel. Et on peut voir certainement dans le rapport entre les bâtiments hauts de Loyola et l'auditorium et sa colonnade autonome, un écho de
cette dichotomie sur laquelle jouait Berlant. Un autre projet qui prend la suite de l'école Loyola est, à mes yeux, une réponse extrêmement intéressante à la forme urbaine et au paysage urbain de Los Angeles. Il s'agit d'un centre commercial dénommé Edgemar, qui se situe sur Main Street, qui est une rue parallèle à l'océan au sud de Santa Monica. Vous voyez ici sur la photo aérienne de quoi il s'agit. Une façade urbaine ouverte et des bâtiments s'étageant dans la profondeur de l'îlot, ménageant des circulations. Donc vous voyez ici le bâtiment avant qu'il soit occupé, avant qu'il soit affublé de signes commerciaux. Et vous comprenez qu'il s'agit à nouveau d'un projet fragmentaire, garage, équipements, quelques équipements collectifs, salles de réunion, mais surtout des commerces au rez-de-chaussée, dont une boutique, un magasin de glace conservé avec son ornementation d'origine. Ce qui m'intéresse dans ce projet, ce sont deux choses. C'est d'abord le travail sur le plan. Dans la composition, le travail sur le plan. Ici, vous voyez un des rares croquis. Il y en a fort peu sur ce projet, fort peu qui est survécu. Ici, la maquette nous montre l'assemblage de tous ces volumes, donc une fragmentation initiale, ensuite recomposée, mais recomposée de quelle manière? De manière à aménager des vues et des parcours pittoresques vers l'intérieur. Et je ne peux m'empêcher de ce point de vue-là, autre rapprochement peut-être forcé, je ne sais pas, de penser à Camille Ozite et à son ouvrage de 1889, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, que Gehry connaissait. Il avait été traduit en anglais, ce livre de Zite en 1946, et Gehry l'avait connu dans ses études d'urbanisme. Et j'extrais du livre de Zite ces planches dans lesquelles on voit comment les édifices singuliers que sont les églises et que l'on trouve sur les places de ces villes d'Italie ne se donnent jamais frontalement, mais sont toujours perçus latéralement, de façon oblique, comme des éléments surprenants au débouché d'une rue. Et c'est un peu ce qui se passe ici. L'intérieur de l'ensemble se dévoile progressivement lorsque l'on entre. Donc il y a une pensée de la forme pittoresque dans ce bâtiment qui est en plus souligné par la matérialité, le contraste entre la matérialité des différents bâtiments ou sous-bâtiments. Et il y a aussi une autre dimension que je trouve intéressante. Je parlais de deux apports à la réflexion sur la forme urbaine. Ce sont ces superstructures qui opèrent, qui finalement sont un écho des billboards, de ces enseignes publicitaires surélevées qui jalonnent les boulevards de Los Angeles, dans des situations qui n'ont rien de suburbain, qui sont vraiment des situations urbaines, mais ce rythme de billboards avec toutes les publicités du monde, des automobiles au dernier film de Hollywood, eh bien cette idée de coiffer les bâtiments de ce genre de structure, je la retrouve dans les éléments, dans les superstructures de ce projet Edgemar, bien sûr beaucoup plus retenu, gérée de manière très réticente, sans qu'elle soit à nul moment envahie de publicité. En termes de matérialité, voilà à quoi tout cela ressemble. Gehry abandonne ici les matériaux, je dirais les matériaux économiques, le cheapskate, et s'attache à utiliser du métal ou des céramiques de bonne qualité. Donc un projet important. Je poursuis en revenant, en évoquant à nouveau le thème du rapport avec les artistes. Dans une nouvelle phase qui s'ouvre donc au début des années 80, c'est la phase de la collaboration. Et cette phase, elle va prendre plusieurs formes. Elle va, en tout cas, deux épisodes importants en matière de collaboration et des idées qui dérivent de ces expériences dans le travail de Gehry tout seul. Première rencontre, première collaboration, c'est
elle intervient à l'occasion d'un programme de l'Architectural League de New York en 81 qui rassemble des artistes et des architectes qui mettent à l'œuvre des couples d'artistes et d'architectes. Donc il y en aura, il y a, je ne retrouve pas toute la liste des artistes, mais enfin, les architectes, beaucoup d'architectes new-yorkais sont rassemblés avec des artistes de grande qualité. Vous les voyez à gauche, Emilio Ambas et un autre, Richard Mayer et Frank Stella, un couple intéressant, mais tous les couples ne rendent pas des projets remarquables. Celui de Gehry et Serra est un projet tout à fait paradoxal. Vous voyez ici, il s'agit de tendre un pont, une espèce d'allusion au pont entre l'art et l'architecture, de tendre un pont entre deux ou trois gratte-ciel de New York, le Chrysler Building ici et les deux tours du World Trade Center, de tendre un pont évidemment en acier évidemment irréalisable et finalement de matérialiser la collaboration non pas dans un travail commun sur un objet unique, mais dans un travail parallèle sur deux objets isolés, c'est-à-dire les piles des ponts qui permettent ici de tendre le câble. Alors, Serra va travailler, ils travaillent en commun et j'ai trouvé ces croquis, notamment à droite le croquis sur lequel on voit Serra et Gehry dessiner ensemble, essayer de dessiner ensemble quelque chose que je ne comprends pas complètement. Et vous voyez ici les deux extrémités. Celle de Serra qui est traitée comme un parallélépipède opaque qui aurait certainement nécessité des prouesses d'ingénierie. Et le projet de Gehry, cette espèce de structure qui tend le câble, structure biaise, est un poisson, est un gratte-ciel en forme de poisson. Et c'est la première apparition d'un thème sur lequel il travaillera beaucoup et qu'il va investir de toute une série de significations. Donc le poisson apparaît à l'occasion de ce projet, le poisson et ses écailles. Vous voyez ici dans l'installation de cette œuvre à l'Architectural League, la structure du poisson qui est une structure à ossature recouverte d'écailles. Donc c'est un projet tout à fait important on peut d'ailleurs se demander si déjà l'idée du poisson gigantesque n'est pas déjà un écho aux objets surdimensionnés de Claes Oldenburg que l'on va voir dans un moment. Un autre projet sera entrepris avec Serra bien plus tard pour le Millennium Bridge à Londres, mais les rapports entre Serra et Gehry resteront à jamais entachés par la jalousie qu'aura Serra du succès de Bilbao, dont je dirai un mot sans doute demain. Dès ce projet de 81, le poisson commence à occuper une place importante dans l'œuvre de Gehry, et je l'évoque très rapidement. Très rapidement, il opère à beaucoup d'échelles. Le poisson peut être, comme vous le voyez ici, dans un tout premier projet, un édifice parmi d'autres dans un projet urbain. Le poisson peut devenir un élément, une attraction en 3 dimensions à l'intérieur d'un projet urbain. Ici, c'est une petite opération pour un ensemble de lofts non réalisés à Manhattan. Le poisson, vous le voyez ici, réglant un problème d'échelle entre des bâtiments bas à 2 niveaux et des bâtiments à droite à 6 niveaux. Le poisson participe aussi d'un travail de décoration tout à fait intéressant, comme celui que fait Gehry pour ce restaurant de Venice, où il conçoit des animaux marins et des poissons en résille à l'intérieur d'un espace très joliment éclairé par ces panneaux d'albâtre. Et puis, le poisson devient un bâtiment. C'est un projet pour la galerie Leo Castelli, qui est une sorte de fiction dans laquelle le poisson que vous voyez ici, avec ses écailles transparentes, est une prison surveillée depuis
la maison du gardien, qui, elle, est un serpent. Donc, la démarche zoomorphe, ici, se développe selon des échelles et avec des usages plus ou moins fictifs ou plus ou moins réels. L'image en haut à droite est là pour rappeler une des sources du poisson, qui est, à ce que Gary en dit, rétrospectivement, le souvenir des carpes que sa grand-mère élevait, ou sinon élevait, conservait dans sa baignoire à Toronto avant de les farcir. Donc un écho de ses souvenirs d'enfance, la place centrale du poisson dans l'alimentation de la famille. Ces poissons deviennent aussi une autre famille d'objets lorsqu'un jour, travaillant sur une lampe en Formica, Gary l'a fait tomber, ou un assistant l'a fait tomber, et qu'il s'aperçoit, et que tout le monde s'aperçoit que les écailles de Formica pourraient faire office d'écailles de poisson. Ce sont donc des poissons lumineux qui apparaissent à cette occasion. Puis le poisson habitacle, le poisson bâtiment continue son existence. Ici, une grande installation à Turin en 1985. Donc Gary bascule de façon délibérée du côté de l'installation à une certaine échelle, mais n'abandonne pas l'idée du bâtiment poisson. Et c'est ce qu'il réalise ici à Kobe, au Japon, avec un restaurant qui vient d'une première idée développée sur un croquis à l'heure du déjeuner, et ce poisson devient un véritable monument pour un client qui souhaitait avoir un restaurant très visible et dans le même temps très informel. Donc ici, le poisson devient un habitacle. Vous le voyez, voilà le croquis à gauche. Vous voyez le croquis du poisson à gauche, initial, et puis le poisson lui-même devient un habitacle, le serpent participant de ce programme de restaurant qui a plusieurs composantes. Donc ici, un groupement dans lequel le poisson n'est qu'un élément. À droite, dans le jardin du Walker Art Center, poisson en verre, une autre déclinaison du même thème. Enfin, du côté du serpent, mais toujours dans la zoomorphie, une hypothèse pour l'aménagement de la place de la bibliothèque publique de Los Angeles en 88. Donc vous voyez la gamme de ces hypothèses qui se terminent de manière très monumentale avec au village olympique de Barcelone lors des Jeux de 1992, lorsque Gary réalise une gigantesque sculpture creuse en forme de poisson. Gigantesque sculpture creuse qui qui est inspirée à la fois de la longue lignée des poissons, mais aussi d'un bâtiment très particulier de Barcelone, qui est l'ombrière, l'ombraculo, que l'on trouve dans le parc de la Citadelle et que vous voyez à droite, et qui va donner à Gary l'idée de créer un bâtiment à claire-voie qui génère de l'ombre. Il travaillera dessus avec ses techniques habituelles, et vous voyez un des croquis à gauche, mais c'est aussi, et là j'anticipe sur ce que je dirai demain, c'est aussi un bâtiment une structure, un objet pour lequel il met en œuvre dans sa version finale les techniques informatiques qui commencent à l'occuper, notamment à l'occasion du projet de Bilbao. Bon, oui. Alors, rencontre à nouveau avec un artiste, et elle est importante, c'est la rencontre de Gary et de Claes Oldenburg. Depuis le début des années 80, ils essayent de faire des projets ensemble, et je vous rappelle que Oldenburg, depuis longtemps, s'intéressait à ces objets surdimensionnés, qu'il en avait installé quelques-uns sur les places et sur les campus, celui de droite, Flashlight à droite, et sur le campus de l'Université de Michigan, si je ne m'abuse. Et Gary dira un peu plus tard à Gosje von Breuchen, qui est l'épouse
est la partenaire artistique de Gehry, il lui dira, plutôt que d'être seulement influencé par les artistes morts, comme beaucoup de mes collègues tendent à l'être, j'ai toujours pensé que les artistes vivants travaillent sur les mêmes questions que moi. Les artistes que j'ai regardés de particulièrement près et dont je continue à apprendre beaucoup sont Richard Serra, Donald Judd et Claes Oldenburg. Donc, en 82, c'est le moment où Gehry s'intéresse à cela et il est intégré, associé à un projet dans lequel la dimension artistique est fondamentale. C'est d'abord l'étude pour un quartier de Venise au tout début des années 80, après la Biennale de 1980. C'est l'étude d'un quartier de Venise pour lequel Claes Oldenburg imagine de faire une bibliothèque en forme de jumelle. C'est cette bibliothèque qu'il dessinera plus tard dans cette aquarelle que vous voyez à droite. Donc c'est Venise, les jumelles apparaissent à Venise dans un projet d'Oldenburg. C'est aussi à Venise qu'Oldenburg et Gehry participent ensemble à un projet qui s'intitule le cours du couteau, il corso del coltello. C'est un projet qui, vous le voyez ici, est basé sur l'utilisation d'un couteau suisse devenu navire. Donc ça, c'est l'élément de base du récit, mais ce qui est très important, c'est ce qui se passe sur le Campiello à côté du couteau, à l'entrée de l'arsenal. Nous sommes à l'entrée de l'arsenal ici, spectacle dans lequel Oldenburg, que vous voyez ici, joue le rôle d'un agent de voyage qui veut devenir écrivain, et Gehry déguisé en Frankie Toronto, celui d'un coiffeur qui veut devenir architecte. Donc c'est un spectacle qui est intéressant, dans lequel vous voyez se conjuguer des fragments d'architecture classique, un peu parodiant la Biennale de 1980. C'est une expérience tout à fait remarquable dans laquelle Gehry et Oldenburg se rapprochent. Ce qui les conduit à travailler à un autre projet, sans doute engagé un peu auparavant, deux choses à nouveau, nous sommes plus dans une logique de parallélisme que dans une logique de continuité. Ce projet Camp Good Time, c'est un projet pour enfants cancéreux dans les montagnes de Santa Monica qui, vous le voyez ici, travaille beaucoup sur les manipulations d'échelle, mais que le client abandonne au profit d'un ensemble de maisons en bois façon western. Alors, c'est avec ce projet pour l'agence de publicité Chat and Day sur Main Street, à environ 1,5 km ou 1 km du projet Edgemar que l'on a vu tout à l'heure. C'est à l'occasion de ce projet que vraiment, là, une collaboration pleine et entière s'instaure entre Oldenburg et Gehry. Gehry travaille sur ce projet très longtemps. C'est un ensemble dont le plan est en fait une sorte de L. Voilà la structure du plan, avec une entrée sur Main Street, avec un ensemble de bureaux, un parking souterrain et des bureaux qui s'étirent dans la profondeur. Vous voyez, Gehry réfléchit à retrouver l'idée de la superstructure de la maison Norton, et finalement l'abandonne. Vous voyez qu'il travaille à définir toute une série de morphologies, et notamment ici, assez rapidement, d'opposer au bloc compact et assez opaque de la partie gauche une structure plus légère qui serait une sorte de forêt pétrifiée. Donc, vous voyez ce travail, ici, le bâtiment blanc, là, cette espèce de forêt géométrisée, et au milieu, un bloc d'entrée très difficile qu'il a beaucoup de mal à régler. Et donc, vous voyez même, à un moment donné, dans un geste de désespoir, il colle cette boîte de clous sur la façade pour la rendre intéressante. Bon, et finalement, c'est la paire de jumelles de Venise qui se rappelle à son souvenir, et cette paire de jumelles de Venise, utilisée initialement par Oldenburg, devient le connecteur entre les deux côtés du bâtiment. Vous voyez ici, au travers de différents croquis, la place qu'elle prend, l'échelle qui en est déterminée
au travers des réflexions et finalement l'aboutissement à un projet constitué que voici en maquette et dont vous voyez le plan. Les jumelles sont le portique d'entrée pour les automobiles, les piétons passant sur les côtés. Dans le même temps, elles sont raccordées au bâtiment dont l'essentiel se déploie dans la profondeur de la parcelle. Vous voyez ici une vue tangentielle de ces jumelles, leur plan à différents niveaux et la manière dont Oldenburg les utilise pour y installer une ampoule qui, à ses yeux, mais c'est bien connu de tous les lecteurs de bande dessinée, qui renvoie au phénomène de germination des idées. Pour Oldenburg, il écrit « Pour moi, l'ampoule représente l'économie de l'échange entre artistes, vivants ou morts, et architectes, qui a toujours été une force motrice dans l'œuvre de Gehry, une œuvre ancrée dans l'utilisation permanente, concentrée et imaginative de textures et de formes empruntées à la peinture et à la sculpture. » Donc nous ne sommes plus dans le rapport amical, dans la fréquentation amicale des artistes, mais vraiment dans une forme symbiotique de travail. D'autres salles sont intéressantes car elles montrent la progression de la réflexion de Gehry sur le mobilier. Vous voyez ici les jumelles et les salles de réunion qui sont situées à côté, dans lesquelles ces grands chandeliers sont élaborés par Gehry à partir des techniques de bois courbé qu'il utilise pour faire du mobilier. Entre-temps, petit retour en arrière, entre-temps, il avait travaillé à d'autres formes de meubles en carton ondulé, ces formes qui étaient devenues des formes beaucoup plus molles, et je dois dire beaucoup plus confortables que les premières, et qui n'auront pas plus de succès, qui ne seront pas plus diffusées. Et donc, ce que montre l'agence Seat Death, c'est finalement la capacité qu'a Gehry de réussir à produire en série un mobilier qui est en partie inspiré des chaises d'Alvar Aalto, des chaises en contreplaqué moulées d'Alvar Aalto, mais qui évidemment décline toute une série d'autres idées autour du tressage du bois. Vous voyez ici les deux sources, sans doute, les chaises de Tonnet et le fauteuil d'Alto pour Paimio et le travail que va faire Gehry à partir de tout cela. C'est désormais un Frank Gehry reconnu et donc moins anxieux de se voir identifié comme concepteur de meubles qui accepte que ces meubles soient commercialisés par Knoll. Il est vrai d'ailleurs que Knoll était à l'origine de la commande et que dès le début, il avait donc accepté la possibilité d'être engagé dans une opération commerciale de ce genre. Alors, je voudrais, pour conclure, évoquer quelques projets domestiques qui montrent comment se déplace le travail de Gehry entre le moment où il achève sa maison et le moment où il va, à la fin des années 80, progressivement glisser vers l'utilisation de l'ordinateur. Ce chemin, il est constellé par une série d'échecs et quelques réussites. Parmi les échecs, des échecs du point de vue du succès, je veux dire du passage à l'acte, de la construction, mais ce sont dans le même temps des tentatives extrêmement intéressantes intellectuellement, artistiquement. Parmi les échecs, celui de l'habitation de Christophe de Ménil, qui était censé être la reconstruction complète d'une brownstone, c'est-à-dire d'une maison en pierre, en grès rouge de New York, dans l'Upper East Side. Ce projet était pensé pour Christophe de Ménil. Christophe était la fille de Dominique de Ménil. Dominique de Ménil, comme vous le savez, avait été à Houston une grande collectionneuse, et c'est elle qui commandera à Renzo Piano un de ses édifices nord-américains les plus réussis. Sa fille ne voulait pas être en reste,
et voulait utiliser une fraction de l'immense fortune de la famille Schlumberger pour créer sa résidence et celle de sa fille, d'où l'idée d'une maison double, Christophe et sa fille partageant des espaces communs et notamment une piscine commune dans le sous-sol de cette parcelle new-yorkaise. Voilà la coupe qui peut faire penser à la coupe de la maison de Josephine Baker d'Adolphe Loos avec la piscine, les deux tours, celle de la mère, celle de la fille, les liaisons avec des passerelles, le projet à Chopra sur le coût qui deviendra très rapidement extravagant. Christophe de Ménil finira par essayer de réduire les coûts, Gary se rebellera et le divorce sera consommé. En termes de maison, et là c'est un exemple intéressant de la manière dont la démarche de Gary change par rapport à ses débuts. Vous vous souvenez de la maison Steves de Brentwood, réalisée en 1959, le premier projet d'ampleur de Greg Walsh et Frank Gehry, maison suspendue au-dessus du Sepulveda Pass sur le bord d'une colline. Gehry revient sur ses traces et conçoit une extension à cette maison qui en est une complète antithèse. Vous la voyez ici. Même si elle en poursuit, elle en continue l'axe principal, cette maison est une logique complètement différente dans le dessin des volumes et dans leur forme d'agrégation. Gehry dira à propos de ce projet: j'étais obsédé par l'idée de casser l'ordre cohérent de mon travail antérieur. Donc Gehry rompt avec Gehry mature, je dirais, le Gehry d'après sa maison rompt avec ses premiers projets. Vous voyez ici un croquis en bas, le croquis du bas vous montre le rapport entre les deux, c'est-à-dire ici une logique qui est axée, ordonnancée, je dirais presque centrifuge, qui part de ce centre, ainsi que je le disais, et ici une autre logique, c'est un ensemble de formes qui gravitent autour de la circulation principale et qui ont toutes formes qui ont tout un langage différent. On est évidemment dans une logique proche de celle du campus de l'école Loyola quand vous regardez le rapport entre cette boîte et les colonnes qui sont devant. Dans la même famille de projets, et là à nouveau, je crois qu'il faut mettre en avant la notion de famille ou de groupe, on pourrait dire aujourd'hui de clusters, des groupes ou des grappes de projets dans lesquels des préoccupations du même ordre et je dirais des éléments de langage du même ordre se déploient sur plusieurs bâtiments. Pour faire une analogie un peu schématique avec l'ordre du langage, je dirais qu'ici, des éléments lexicaux très proches sont assemblés selon des syntaxes différentes. Une syntaxe qui est une syntaxe matricielle ici et une syntaxe linéaire pour ce qui est de la maison de Miriam Wosk, graphiste devenue peintre, qu'elle réalise en haut d'un garage de Beverly Hills. Donc vous voyez ici quelques dessins pour cette maison et on retrouve évidemment des hypothèses qui sont proches de celles des ateliers d'Indiana Avenue ou de l'école Loyola. Voilà l'élévation, vous voyez ce bâtiment, garage et logement, et ce village dessiné ici et construit avec ses volumes et leurs différences de traitement. Ce sont des volumes ces volumes sont véritablement dans la famille de ceux utilisés pour le projet non réalisé de la maison Smith. Un autre projet qui est important et inabouti et qui a laissé Gehry tout à fait, je dirais tout à fait malheureux, c'est un projet de toute petite maison qui s'appelle la Tract House. Un tract, c'est un lotissement. C'est l'idée d'une maison qui serait faite d'entités isolées qui pourraient être regroupées de manière complètement différente à chaque fois. Des éléments modulaires, la maquette est très éloquente. Des éléments qui seraient un séjour, des chambres, un bloc cuisine et qui pourraient s'assembler de différentes manières et qui pourraient être préfabriqués avec les équipements. C'est un projet
qui avait une ambition presque sociale, qui était censé être un projet à très bon marché, que Gehry ne réalisera pas et qu'il envisage aujourd'hui à donc 40 ans de distance, sans doute, pratiquement, de remettre à l'étude. Dans cette logique, mais dans une version beaucoup plus luxueuse, dans cette logique de la fragmentation, se trouve une maison qui marque un seuil esthétique. Dans la nature des volumes assemblés, c'est cette maison d'hôte Winton, construite dans le Minnesota, à proximité d'une maison de Philip Johnson. Cette maison de Philip Johnson avait été construite pour le directeur au début des années 50. Elle avait été construite au début des années 50. Elle était occupée par le directeur de l'Institute of Art de Minneapolis, qui avait été très attiré par la réflexion de Gehry, que lui avait présentée la Mickey Friedman, qui était curator dans ce musée. Et vous voyez ici l'idée initiale de Gehry, une forme d'agrégation qui est très proche de celle de la maison Smith, finalement. Vous voyez, le même principe, avec des volumes plus petits, plus modestes, c'est une maison d'hôte. C'est une maison d'hôte, donc des volumes plus petits, mais regroupés de la même manière autour d'un élément plutôt axial. Et vous voyez ensuite l'évolution du projet qui marque un seuil intéressant parce qu'une nouvelle géométrie apparaît. Une géométrie faite de volumes curvilignes, une géométrie faite de prismes à côté de ces parallélépipèdes. Voilà le résultat, le projet final, qui est un des projets à propos desquels Gehry évoque l'importance des compositions de Giorgio Morandi, dont il avait vu une exposition. Donc c'est pas du tout, ça n'est pas du tout arbitraire. Il y avait un écho proche, et vous voyez à droite la maison avec ses volumes, ces différents volumes. Gehry va expliquer sa démarche ainsi. J'ai courbé, j'ai fait une chambre courbe dans la pierre locale, une autre habillée en métal. J'ai exploité les fêlures. Il utilise le terme de cleavage. C'est la traduction du terme décolleté. Les clivages ou les cleavages entre les unités de manière à provoquer des tensions entre les volumes. Donc, ce qui intéresse Gehry ici, ce sont les tensions entre les différents volumes qui ne sont plus juxtaposés, qui ne sont pas dans une logique d'assemblage sur le fond d'une structure plus vaste comme dans les projets de Loyola, mais qui vraiment prennent leur autonomie. Voilà l'intérieur de cette maison d'hôte qui est toujours debout, qui a été, à ma connaissance, déplacée 2 fois déjà. Donc c'est une maison nomade qui a changé de propriétaire et qui a été déplacée. Voilà, et je voulais terminer avec 2 maisons beaucoup plus grandes, entre lesquelles se joue une transformation esthétique importante. Ici, la maison Schnabel de Brentwood, donc en deuxième moitié des années 80. Elle se trouve dans un canyon de Los Angeles, l'arroyo ou la rivière passe derrière. La maison est accessible ici. Vous voyez qu'il s'agit d'un ensemble assez grand, avec un séjour, une cuisine, des chambres domestiques, une chambre principale avec une pièce, un plan d'eau, et ici le bureau du client, Monsieur Schnabel, qui avait été ambassadeur des États-Unis en Finlande et diplomate en Russie, et qui était très attiré par les coupoles des églises orthodoxes. La femme de Schnabel, ici l'anecdote est importante, avait travaillé avec Gehry sur la Tract House. Donc la maison Schnabel, c'est un peu une dilatation de la Tract House à l'échelle d'un programme qui n'est plus du tout un programme modeste, mais un programme authentiquement luxueux. Donc voilà la vue aérienne, le travail sur les assemblages de cette maison. À nouveau, en 86, on voit que Gehry revient à l'archétype du temple, ne serait-ce que pour se lancer, pour se provoquer, et qu'il finit par l'abandonner au total. Mais on voit comment
à nouveau ce lexique d'éléments classiques plus ou moins réinterprétés et simplifiés est convoqué dans une syntaxe tout à fait différente de celle qu'on vient de voir. Alors voilà les vues géométriques de géométrales de cette maison, le plan dans lequel vous voyez ici ce séjour, la partie de la cuisine ici et la chambre, et le petit tempietto de M. Schnabel à côté. C'est un jeu aussi sur les revêtements. Pour la première fois, Gehry utilise des tuiles en plomb sur l'extérieur du séjour que vous voyez ici. Et c'est aussi un des derniers projets dans lesquels Gehry va utiliser le pan de bois, l'ossature bois de manière, comme vous le voyez, tout à fait libre. Vous comprenez ici quelle est la liberté que l'ossature bois peut permettre à l'échelle de ce type de construction. Ici, c'est le séjour. Et voici, à l'autre bout de la parcelle, habillé en acier galvanisé et avec ses colonnes de cuivre, voilà la chambre qui donne donc sur le paysage intérieur de l'îlot et son belvédère. Le dernier projet que je voulais montrer a été réalisé, mais c'est malgré tout, Gehry le considère malgré tout comme un échec et une frustration, et il montre bien les difficultés qu'il a fini par rencontrer dans l'architecture domestique à Los Angeles, difficultés qui le conduiront à arrêter de faire des maisons à Los Angeles pendant très longtemps. Le client est Eli Broad, ancien promoteur, grand financier, mécène à Los Angeles. Il a récemment construit son propre musée après avoir soutenu le musée du comté, le LACMA, et il demande à Gehry de lui construire une très très grande maison sur les colonnes de Brentwood. Et vous voyez, sur les collines de Brentwood. Et vous voyez à droite, Gehry commencer avec un plan fragmentaire, mais dans le même temps à s'intéresser à un précédent que l'on ne s'attend pas à voir ici. Vous voyez son dessin de l'hôtel de ville de Paris, que voici en dessous. Et à nouveau, l'intérêt pour le cleavage, pour les clivages, pour les interstices entre les volumes. Donc c'est le point de départ de la réflexion pour Broad en 89. Puis le projet se complexifie, même si le plan reste assez proche, en fait la géométrie devient une géométrie beaucoup plus organique, avec des formes qui, pour certaines d'entre elles, semblent s'apparenter aux poissons. Donc vous voyez les différents ordres de réflexion dont j'ai parlé aujourd'hui se composer dans ce projet, que Gehry met des années à mettre au point. Il travaille dessus pendant très longtemps, et au bout du compte, Broad se lasse. C'est un homme à qui personne ne résiste. Il se lasse et il dit à Gehry, ça suffit, je construis. Et il construit la maison sans Gehry. Vous la voyez ici à gauche, elle a été réalisée par un ancien de l'agence de Gehry, selon les idées de Gehry que l'on retrouve vaguement ici, mais sans véritablement sa patte dans tous les détails. C'est un projet que Gehry désavoue. Pourquoi ? Parce qu'il est à nouveau tombé finalement sur un client qui l'a frustré dans sa pulsion expérimentale. Et donc, c'est avec cette maison qu'il renoncera à construire des habitations particulières à Los Angeles. Et il retrouvera Broad dans une autre posture qui est celle du mécène pour le Walt Disney Concert Hall. Et c'est vers d'autres horizons qu'il poursuivra sa recherche sur les maisons et ses expérimentations avant de mettre beaucoup d'années à revenir à Los Angeles. Merci.